6 ans, il a été un puissant président de la FNSEA avant de devenir le ministre de l'Agriculture de Jacques Chirac. Il a été député de Meurthe-et-Moselle, député français au Parlement européen. Son expertise et son expérience restent importantes, précieuses. Écoutez, François Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci de venir à TV Liberté pour présenter votre nouvel ouvrage intitulé « Les 10 commandements de l'homme politique ». C'est au Cherche Midi, mais c'est surtout sur la boutique officielle de TV Liberté, sur tvliberté.com. Vous mettez tout de suite en exergue cette citation de Richelieu « Le pouvoir est un sacerdoce et non une volupté ». Oui, c'est vrai que ça résume tout à fait le livre que j'ai écrit. Alors les Français voudraient se convaincre de cela, mais ce que vous appelez la dérive des élites a mis fin à cet espoir. Est-ce que c'est la classe politique dont vous avez fait partie qui est responsable de cette situation ? Oui, bien sûr, pour l'essentiel. En fait, on s'est aperçu rapidement que la plupart des hommes politiques, notamment des dirigeants, des plus grands dirigeants, en désaccord, si je puis dire, avec le comportement notamment du général de Gaulle, de Georges Pompidou, etc., désormais, leur principale préoccupation, c'est de réussir à maintenir le pouvoir, de se succéder à eux-mêmes. Et de ce fait, on tombe immédiatement dans une politique de compromis où les problèmes importants, urgents sont mis de côté. Et on repart sur une nouvelle législature dans les mêmes conditions et les grands problèmes ne sont pas réglés. Alors pourquoi moi ? Vous avez cité certes mon expérience. C'est vrai que mon expérience à la fois politique, professionnelle est quand même est importante et que à cette occasion j'ai rencontré des hommes de grande qualité. Moi-même, si vous voulez, je n'ai pas de formation au-delà du baccalauréat. Mais j'étais à l'école de la vie, puisque comme vous l'avez rappelé, j'étais paysan, j'ai travaillé la terre, j'ai connu toute la période difficile de la guerre, avec ses excès, et puis ensuite les 30 glorieuses, la mécanisation de l'agriculture, pour moi c'était quelque chose d'exceptionnel. Et aujourd'hui, quand je vois comment l'agriculture est traitée, je suis vraiment catastrophé. Est-ce que vous pensez que pour être ministre de l'Agriculture, il faut avoir été paysan, agriculteur ? Non, pas forcément. Obligatoirement. D'ailleurs, je pense à Bruno Le Maire, à M. de Normandie. Je ne citerai pas Le Maire parce que je ne suis pas tellement d'accord avec ce qu'il a fait. Par contre, je citerai quelqu'un comme Edgar Faure. Edgar Faure est un homme politique brillant, un esprit subtil et qui était ministre de l'Agriculture parce que Jacques Chirac l'a remis en selle après le déplacement qu'il avait fait en Chine pour préparer donc la reconnaissance de la Chine par la France. Et Edgar Faure ne connaissait pas tellement le sujet, bien qu'il avait une circonscription qui était donc particulièrement très rurale. Seulement, l'avantage d'Edgar Faure, c'était un homme intelligent, qu'il avait su réunir des gens de qualité issus de la profession agricole et que ces gens-là, lui, ont proposé des politiques et qu'il était non seulement assez intelligent pour en comprendre l'intérêt, mais aussi, surtout, qu'il avait l'entre-jambe nécessaire pour faire passer les lois. Et ça a été, je le cite d'ailleurs, je trouve que ça a été un des ministres de l'Agriculture les plus remarquables de cette époque, grâce à lui notamment, le développement de l'élevage, des bâtiments d'élevage qui ont fleuri dans les campagnes, l'attention qu'il a portée à toutes les techniques nouvelles, l'insémination artificielle, etc., etc. Je trouve que c'était un très bon ministre de l'Agriculture. En revanche, d'autres pratiquement n'ont rien fait, sauf s'en servir comme marchepied. Vous avez cité tout à l'heure un ministre, comme marchepied pour accéder à d'autres fonctions. Ce n'était pour eux qu'un pis-aller. Voilà, Bruno Le Maire se reconnaîtra. Vous présentez 10 commandements à l'homme politique pour remonter la pente. Vous dites que c'est pour aider l'honnête citoyen à séparer le bon grain de l'ivraie. Il n'y a pas derrière cela quand même un risque d'être moralisateur. Oui, je m'en suis défendu dans mon écrit. Effectivement, simplement, si vous voulez, mais mon critère, moi, c'est l'intérêt du pays. Et c'est à partir de ce critère que je juge les hommes. Pour le reste, c'est une autre histoire. Et évidemment, je les juge très mal quand ils sont défaillants.
non seulement pour la gestion de la politique dont ils sont chargés, mais également par rapport à un comportement citoyen. On parle des dérives, et justement, c'est ce qui m'a incité à lire ce livre, parce que je suis catastrophé de voir le déclin de la France, déclin économique, social, géopolitique, et que également je suis très inquiet de la décadence culturelle et spirituelle. Et la France est un grand pays, elle est appréciée dans le monde entier. J'étais très surpris le cours de mes voyages officiels ou non officiels, de rencontrer beaucoup de gens qui avaient pour la France une très très grande estime. La France était un petit peu le phare dans le monde pour donc les libertés, etc. Et je trouve vraiment catastrophique de voir comment les dirigeants actuels gèrent notre pays. On met sous le tapis tous les problèmes difficiles qui devraient être réglés. Je prends un exemple, l'exemple de la protection sociale, des retraites. Bon, chacun se refile, si je puis dire, le valet de pique, et on n'avance pas. On fait des promesses. Là encore, le président actuel qui veut se maintenir naturellement est en train de nous expliquer à nouveau ce qu'il nous a expliqué en 2017 et qu'il n'a pas fait. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, et ça, c'est absolument désolant. Les 10 commandements de l'homme politique pour être compétent, pour cette probité, on va en parler, mais il y a bien évidemment, je suis obligé de vous poser la question, oui. Il y a des voix qui vont se dire, mais il est ancien ministre de Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est pas un modèle de probité, c'est pas un modèle de morale. Alors je vais mettre tout de suite les choses au clair. J'étais chiracien tant que Chirac était gaulliste, c'est-à-dire peu de temps. C'est clair. Alors, élément premier, celui de la compétence. Tu n'accepteras pas la mission régalienne que tu n'es pas en capacité d'assumer. Vous placez la barre très haut, non ? Oui. Oui, on a parlé tout à l'heure de l'agriculture, la démonstration est faite. Et on peut parler aussi d'autres responsabilités ministérielles. Actuellement, à quoi sert le ministre des Affaires étrangères ? On ne l'entend pas, on ne le voit pas sur les plateaux. Il est intervenu à l'occasion de cette malheureuse affaire des sous-marins australiens. Et dans cette affaire, ce qui est le plus grave, ce n'est pas tellement qu'on ait perdu un marché, mais c'est surtout qu'on est sorti du jeu du Pacifique. Le jeu étant d'essayer d'encercler un peu la Chine dans la mesure, si vous voulez, où c'est véritablement un grand danger. Et à ce titre-là, d'ailleurs, on peut interroger tous les citoyens français qui s'interrogent aussi sur le pourquoi de la prolongation des sanctions contre la Russie. On ne craint plus la Russie. La Russie n'est plus incline. Par contre, la rejeter comme on la rejette, ça veut dire la pousser vers la Chine. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est simplement du bon sens. Et on ne comprend pas que nos hommes politiques, je suppose qu'ils l'ont saisi, mais pourquoi ils n'agissent pas ? Quand vous dites faire preuve de compétence, vous dites aussi faire preuve d'autorité. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron fait preuve d'autorité ? Ou est-ce qu'il fait preuve d'autoritarisme ? Pas la même chose. Écoutez, on y vient presque un peu. Le vrai problème, c'est qu'il renie aujourd'hui ce qu'il a préconisé hier. Et ce système, d'en même temps, c'est pour flatter l'électorat. De temps en temps, alors les paysans pas trop, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, mais d'autres catégories sociales. On flatte naturellement les écolos. C'est pas une profession écolo, mais enfin, on flatte les écolos, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà. Et ce que je voudrais dans ce livre, peut-être vous dire que pour moi, c'est peut-être un peu ambitieux, mais dire que ce livre est la Bible des électeurs et le bréviaire des élus. Bréviaire des élus. À qui vous soumettez des exigences. Par exemple, vous leur dites, il faut retrouver, vous l'avez dit un instant, il faut retrouver le bon sens. Le bon sens doit faire place, vous dites, à la navigation à vue, aux accommodements, aux visions idéologiques, et j'en passe. Qui peut réimposer le bon sens dans le débat politique aujourd'hui ? Peut-on accorder ce bon sens aussi, d'ailleurs, à une autre vertu que vous utilisez, qui est l'humilité ? Bon sens, humilité. L'électeur, c'est l'électeur, et personne d'autre. Les électeurs aussi... ils ont leurs responsabilités.
Et quand ils remettent en selle des gens qui ont failli ou qui ont fauté lourdement, ils sont responsables des dérives actuelles. Et ça, c'est aussi l'appel de ce livre à ses électeurs. Éclairez votre choix des agissements, des comportements, des déclarations de ceux qui sont candidats. L'humilité, c'est humble, tu resteras dans l'accomplissement de ta tâche comme dans tes relations avec tes mandants. L'humilité, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important, tant ça paraît suranné et dépassé? Oui. Alors, l'humilité. Effectivement, aujourd'hui, nous avons malheureusement, parmi l'administration, les hommes politiques, des sachants qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui imposent des lois, des règlements qui sont dénués de bon sens. Ça, c'est clair. Le bon sens aussi, c'est le problème du choix, effectivement, des politiques qui s'adaptent au terrain. Si je prends l'exemple agricole, alors je n'en finirai pas de vous en parler, mais c'est aberrant ce qui se passe aujourd'hui. Et si les paysans se suicident, c'est pas sans raison. C'est parce que non seulement ils sont au bout au niveau de la rentabilité de leur entreprise, mais qu'en plus de ça, ils sont submergés par des règlements, des directives qui viennent de Bruxelles, qui sont encore renforcées par le gouvernement français qui veut être le bon élève de l'Europe sur tous les sujets, et notamment sur celui-là. Et qu'en plus de ça, derrière, il y a les écolos qui poussent à la roue et qui poussent donc le gouvernement à être extrêmement pointu dans l'application des règles. C'est une véritable inquisition dans les fermes qui se passe aujourd'hui. On vient nous expliquer, on nous explique comment il faut. Moi, j'aime la terre, j'aime la forêt. Et je suis reconnaissant à toutes les générations précédentes qui, depuis des millénaires, ont transformé nos paysages et ont fait de la France un des plus beaux, sinon le plus beau pays du monde. Et quand je vois actuellement ce que nous proposent les écolos, je suis effaré. Alors naturellement, par exemple, je vais prendre l'histoire du loup. Le loup, tous les citadins, petits bobos qui sont dans leur fauteuil, regardent le loup qui hurle, voilà, et voient l'image à la télévision. Bon, mais ça c'est très beau. Mais pendant ce temps-là, le loup dévore qui? Dévore les moutons. Et moi, je défends les agneaux, eux défendent le loup. Qui c'est qui a raison? En 2017, il y a exactement 11 000 moutons qui ont été tués par les loups. 11 000 moutons. C'est scandaleux. Les paysans n'en finissent plus de mettre des clôtures électriques pour essayer de se protéger, d'acheter des chiens, etc. etc. Voilà, donc ça, c'est l'absence de bon sens. Ils sont indemnisés, les paysans. Oui, ils sont indemnisés, oui, à condition de trouver la boucle d'oreille. Et le loup ne dépose pas la boucle d'oreille sur le pas de porte du berger. Les paysans se fassent rembourser, voilà. C'est clair. Alors, dans les commandements que j'ai vus, il y en a un qui me paraît aussi difficile à appliquer, c'est celui de la communication. Vous dites, des excès de la communication, tu te garderas. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas là une question générationnelle? C'est vrai aujourd'hui que la télévision, les réseaux sociaux ont remplacé bien les militants, la distribution des tracts sur les marchés, même les meetings, pour des raisons aussi des fois sanitaires. Est-ce que c'est pas la dure loi de la vie qu'aujourd'hui, d'être omniprésent sur les réseaux sociaux et à la télévision? Réseaux sociaux ou pas, j'aime pas beaucoup les réseaux sociaux, mais je pense qu'effectivement la télévision, la radio, etc. peuvent expliquer les choses. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que à côté des images délétères que nous fournissent certaines chaînes de télévision, pas tout le monde heureusement, mais certaines chaînes de télévision, on nous met en face la réalité d'un sujet. Et pourquoi pas des programmes importants pour expliquer comment on produit, non seulement comment on produit, mais comment il faut produire et produire plus, et aider les pays en voie de développement à accroître leur production agricole. Et ça, j'ai fait une proposition sur le sujet depuis 20 ans.
depuis 20 ans. Et le premier qui a descendu cette proposition, qui avait l'aval de Jean-Paul II, qui avait l'aval du Conseil des ministres de l'Agriculture européen où je siégeais, eh bien, le premier, aussitôt que nous sommes partis, Delors, président de la commission qui seule, comme vous savez, a le droit d'initiative, donc qui peut prendre un sujet alors qu'aucun ministre, sauf réunir la majorité des ministres, ce qui n'est pas la majorité, l'unanimité des ministres, ce qui est quasiment impossible. La première chose qu'il a faite, c'est de dire que ça ne valait rien. Alors que moi, je propose un OPEP des produits agricoles permettant aux producteurs d'obtenir, notamment aux producteurs de café, de cacao, etc., d'obtenir une juste rémunération de leur production. C'est par là qu'il faut commencer. Le juste prix. On poursuit dans ces commandements, François Guillaume. Vous dites un commandement quasiment irréalisable, c'est celui de la probité. S'astreindre à une rigoureuse probité intellectuelle. Est-ce réalisable pour une classe politique quand elle est aux affaires? Elle se salit les mains. Voilà, à chaque fois, on le voit bien, il y a des procès qui mènent à la notion, même si ça n'est pas affirmé, confirmé, à la notion de corruption. Oui. Il n'y a pas seulement la corruption, d'ailleurs, la bonne utilisation des fonds publics. Je prends un exemple, je vais prendre un exemple que je connais, excusez-moi, mais Jacques Chirac, quand j'étais ministre, m'envoie en Guadeloupe, Guyane, Guadeloupe. Non, c'est en Guyane, excusez-moi. M'envoie en Guyane avec une somme d'argent disponible pour pouvoir indemniser les agriculteurs qu'on avait obligés à mettre en place une espèce de plan vert qui consistait à couper une partie des morceaux de la forêt vierge, vous vous rendez compte, pour replanter alors qu'à côté, il y avait une savane qui était inemployée. Bon, donc, un gaspillage éhonté, et des agriculteurs qui ont été piégés. Il me dit, il faut aller les indemniser. Je vais là-bas avec une somme, et je dis, mais attendez, moi, il me faut en face que je sois certain qu'il y ait eu des pertes. Hein. Et j'en étais pas certain. Je retrouve Jacques Chirac à Cayenne. Il me dit, alors François, vous avez distribué l'argent que je vous ai donné? Je dis, non, je ramène tout, Jacques. Ah bon? Moi, je ne distribue pas l'argent public comme ça. Je vais envoyer une commission sur place, avec des spécialistes en gestion agricole, et on indemnisera effectivement les pertes qui ont été subies, pas autre chose. Voilà, ça, c'est la responsabilité de l'homme d'État, si je puis dire. En plus de ça, évidemment, il y a toutes les dérives actuelles que vous connaissez, toutes les prébendes qui sont obtenues, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Par exemple, en ce qui concerne Alstom, tous ceux qui sont mouillés dans cette affaire, on ne sait pas exactement encore, mais on le saura, ce qui s'est passé. Est-ce que General Electric n'a pas généreusement distribué de l'argent pour obtenir satisfaction et nous priver de d'une branche la plus importante de la construction nucléaire, des outils nucléaires? Quand je vois des anciens ministres qui bénéficient d'ambassadeurs, de ceci ou de cela, j'appelle d'ailleurs Madame Royal. Madame Royal, merci. Madame Royal, l'ambassadrice des glaces qui n'est jamais allée sur place, ni au pôle Nord, ni au pôle Sud. Enfin, et tout ça parce que tous les mois, il tombe une somme. Ou alors qu'on met à la disposition de ministres des palais somptueux qui transforment encore en plus avec une somme prise en charge par l'État. Quand j'étais au ministère de l'Agriculture, le dernier étage, il y avait une petite salle à manger pour, quand on avait quelques réceptions, je ne recevais pas beaucoup parce que, honnêtement, j'aime pas ça. Bon, moi, travail, c'est tout, le reste, bon. Et je me suis aperçu que un de mes successeurs, qui avait une grande famille, a transformé la totalité du dernier étage en chambre magnifique, etc. J'étais stupéfait. Quand les cuisiniers du ministère de l'Agriculture, avec qui j'avais gardé des relations amicales, parce que moi je suis un homme du peuple et donc les gens du peuple, j'aime discuter avec eux, ces gens étaient charmants, dévoués, c'est eux qui protégeaient la vaisselle du ministère que voulait quelquefois embarquer un ministre descendant.
Hein, voilà. Et tous ces gens-là étaient choqués, si vous voulez, par la façon dont on gaspillait l'argent, et notamment de faire ces chambres au dernier étage qui n'ont jamais été occupées d'ailleurs. L'argent public, c'est important. L'argent public, c'est l'impôt payé par les citoyens. L'argent public doit être utilisé de la meilleure façon et surtout pas gaspillé. On peut faire des erreurs, j'admets les erreurs, mais les fautes telles que celles que nous venons d'évoquer, ça, c'est inadmissible. Certains commandements définissent un profil et une façon d'être, faire du courage sa vertu principale, revendiquer la fierté nationale. Ouais. Et là, alors, vous dites, par exemple, Sarkozy, il était irritant par ses suffisances. Oui, tout à fait. En plus de ça, Sarkozy, comme ceux qui sont nés derrière, a désacralisé la fonction. Désacraliser la fonction. Voir le président de la République monter 4-4, les escaliers de l'Élysée en short et en basket, non mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voir Emmanuel Macron jouer avant-hier au football et mettre un but qu'on lui a laissé mettre naturellement, moi ça me choque. Ça me choque. Le président de la République représente la fonction. Ce qu'a fait naturellement De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand aussi, derrière. Ah, vous dites, Hollande, lui, il a ridiculisé la fonction. Ah ben ça c'est sûr. Quand on voyait M. Hollande qui, avec Mme Merkel, d'ailleurs j'aime bien une chose en passant, c'est que j'aime pas beaucoup ces embrassades entre ministres là, qui se réunissent, etc. Non, ça se fait pas. Vous voyez, vous, le général de Gaulle embrasser Margaret Thatcher ? Non, général de Gaulle, il embrassait en Nouvelle-Calédonie ou tout près, je ne sais plus exactement, il embrassait les lépreux qu'il avait rencontrés incidemment sur la route et il ne le faisait pas avec ostentation. Ça, c'est un chef d'État. Vous dites aussi sur le fond, par exemple, vous en voulez à Sarkozy d'avoir validé par le Parlement une constitution européenne qui avait été rejetée par le peuple, on le sait. Oui, c'est scandaleux, c'est un déni de démocratie. C'est ce qui l'a fait perdre peut-être aussi en 2012. Non, je ne pense pas. Évidemment, il y a beaucoup d'électeurs comme moi qui ont voté contre lui à cause de cela. Parce que moi, je dis, c'est pire que tout, un déni de démocratie. Revenir sur le vote du peuple par une décision du Parlement, qui d'ailleurs était inévitablement orientée, puisqu'il avait la majorité au sein du Parlement. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est... il se défend en disant qu'il l'avait indiqué aux électeurs au moment de la présidentielle. Oui, les électeurs devraient faire attention, les programmes. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'électeurs qui regardent les programmes ? Certainement pas. Vous n'aimez pas non plus le « en même temps » de Emmanuel Macron. Ah non, ça c'est... Il est manifeste que c'est pour essayer de contenter tout le monde. Un jour, on flatte les uns, le lendemain, on flatte les autres, même s'il y a contradiction entre les deux. Alors, naturellement, les deux thèmes d'Emmanuel Macron, c'est l'Europe. Moi, je connais l'Europe un petit peu de l'intérieur, déplorer tout ce qui s'est passé, notamment en perte d'autorité des États. Et deuxièmement, le deuxième pôle sur lequel il s'appuie, c'est l'écologie. Ça fait bien. Alors maintenant, même les écolos ne savent plus où ils en sont parce que les éoliennes, ça perturbe les paysages, etc. Une chose quand même intéressante, un chiffre que j'ai donné, je crois, dans le livre, c'est que par exemple, les panneaux solaires, alors c'est aussi la mode des panneaux solaires. À côté, pas très loin de chez moi, en Moselle, il y a une centrale qui s'appelle Cattenom. Pour remplacer, pour obtenir une production d'électricité égale à Cattenom, il faut 16 000 hectares de panneaux. 16 000 hectares de panneaux, ça veut dire 20 000 terrains de football. 16 000 hectares de panneaux, ça veut dire 16 villages dont la superficie agricole disparaît. Attendez, le bon sens, où est le bon sens ? C'est pas possible. Mais ça, malheureusement,
on ne le dit pas, on le cache. François-Guillaume, le bon sens. Vous avez cette phrase, De Gaulle avait mis les Français au service de la France. Depuis Mitterrand, tous les présidents de la République se sont succédés et ont mis la France au service des Français. Qui peut changer la donne ? Il ne nous a pas échappé qu'on avance vers 2022 et que les candidatures commencent à se faire jour. Oui, écoutez, parmi les candidats actuels qui sont annoncés, enfin qui se sont déclarés, j'en vois effectivement pas un qui est capable de redresser la France. Pas un. Pas un. Ni Mélenchon, ni Le Pen, ni Zemmour, ni Jadot, ni Pécresse-Bertrand. Non, il y a quelqu'un qui est très bien et pour lequel j'ai beaucoup d'estime, parce que c'est un gaulliste, un vrai gaulliste, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bien. Bon, il se présente, d'autres peut-être se présenteront, on verra à ce moment-là. Mais pour tous les autres, non. Éric Zemmour se revendique gaulliste. Oui, mais Madame Le Pen a fait, là aussi, beaucoup de chemin par rapport à l'antigaullisme historique du Front National. Les choses ont évolué aussi. Oui, mais enfin, elle a justement, Marine Le Pen, c'est fini, on n'y croit plus. Depuis l'échange qu'elle a eu, la confrontation qu'elle a eue avec Emmanuel Macron. Et justement, Nicolas Dupont-Aignan, qui est un homme, qui est un gaulliste et qui voit, qui cherche à faire quelque chose pour que la politique française change, donc avait fait alliance pour le deuxième tour avec Marine Le Pen. Il a été très critiqué sur le sujet, mais je trouve moi-même que ça faisait... C'était à mon sens, un bon choix, parce qu'il fallait sortir, voilà. Et on pouvait penser qu'à l'intérieur, il aurait eu une influence telle que les choses pouvaient changer. Et quelqu'un qui se revendique du général de Gaulle, c'est Éric Zemmour. Oui, ben, il n'est pas candidat pour l'instant, on va voir. D'accord, et s'il était candidat, c'est un bon candidat pour vous? Ah ben écoutez, j'apprécie son discours, c'est clair. D'ailleurs, je trouve que... Naturellement, sur certains points, je pense par exemple au problème de l'immigration. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Simplement, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dire on les refuse chez nous, chez tous les Européens. Simplement, il faut dire comment on les aide à rester chez eux. Et ça, c'est une proposition que j'ai faite, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été retoquée par Delors. François Guillaume, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être venu sur TV Liberté pour présenter donc cet ouvrage que vous retrouvez dans la boutique officielle de TV Liberté, les 10 commandements de l'homme politique à lire de toute urgence pour 2022, en priorité cette lecture pour les candidats en 2022. Merci François Guillaume. Merci beaucoup.